à ceux qui nous suivent à partir de l'étranger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de journal sur Numérica. Tout de suite, les titres. Poursuite ce mardi de la publication des résultats de l'examen d'État. Aujourd'hui, le ministère de l'EPSP a publié ceux des 5 provinces. Accusés d'être à la base de la dépréciation de la monnaie locale, les cambistes rejettent ces accusations et évoquent la situation politique du pays. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui au cours d'une réunion de la corporation. Invité de ce journal, Blaise Baïssé Bolama, en sa qualité d'expert des affaires socio-culturelles. Merci de continuer à nous suivre et à nous faire confiance. Je crois que vous avez raison. Je vous le disais à l'instant, les résultats de l'examen d'État pour les provinces du Kwilu, Chouapa, Ituri, Sud-Kivu et Olobami ont été rendus publics cet après-midi par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les délégués de 4 réseaux de téléphonie cellulaire ont reçu les CD contenant les résultats de ces 5 provinces des mains du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'EPSP. Après ces 5 provinces, il reste à publier les résultats des provinces issues du démembrement des des provinces du Kasaï. Démembrement donc de l'ancien Grand Kasaï. Le franc congolais continue sa chute jour après jour. Alors, comment faire pour stopper cette dépréciation de la devise nationale? C'est tout l'enjeu de la réunion de la Confédération des cambistes du Congo tenue cet après-midi. Pour les cambistes, la situation politique influe sur l'économie du pays. Hermione Anvou, Tapilutunu et Jires Chibanka. Les indicateurs sur la monnaie nationale sont en rouge. Un dollar américain se négocie aujourd'hui entre 1680 à 1700 francs congolais. Les cambistes sont pointés du doigt. Des accusations résultées par Donald Lengu. Il estime que les changeurs de monnaie ne sont pas à la base de la dépréciation de la monnaie nationale. Les raisons sont à chercher ailleurs. Aujourd'hui, vous savez que la crise elle est multiforme. Nous avons une crise qui est sociale, nous avons une crise qui est politique. Vous savez que la politique influe beaucoup sur l'économie. Donc aujourd'hui, les incertitudes et ces anticipations disent souvent sur les problèmes purement politiques. C'est ça ce qui influe. Ce n'est pas seulement les problèmes des marchés de change, mais la situation politique. Cette crise-là influe beaucoup sur l'économie. Tout en s'engageant à contribuer pour stopper la chute de francs congolais, le président de la Confédération des cambistes de la RDC reconnaît qu'il ne sera pas facile de maîtriser cette situation. Et la chute de monnaie, ça c'est vraiment un problème qui est très difficile pour le moment. Nous avons quitté la période de la stabilité des cadres macroéconomiques. Maintenant, nous sommes dans une période de l'inflation. Alors maintenant, lorsque nous sommes dans une période de l'inflation, nous devons travailler, faire des réformes pour préparer la relance de l'économie. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui nous allons rentrer à la stabilité pour stopper les problèmes de la dépréciation de la monnaie. Maintenant, il faut travailler, remettre les gens au travail et préparer la relance pour la stabilité de l'économie. Au sujet du réajustement du taux de change, l'intersyndicale de l'administration publique a fait la restitution à la base des négociations avec le gouvernement, en croire le président de l'intersyndicale. Le taux de 1452 sera appliqué à partir du mois d'août. Détail avec Yannick Mbouyamba et Alain Zongola. Il était question au cours de cette assemblée générale de faire la restitution de toutes les rencontres que l'intersyndicale a eues avec le Premier ministre au sujet du réajustement du taux de salaire des agents et fonctionnaires de l'État. 4 choses. Le premier point, c'est l'application du taux budgétaire dans les calculs des salaires des agents et fonctionnaires à partir des salaires du mois d'août. 2, c'est la mise en place de la commission paritaire à la fin de ce mois de juillet pour que nous puissions commencer les réflexions sur les barèmes réalistes
des agents et fonctionnaires de l'État. 3. La continuation de missions de contrôle dans toutes les administrations. Et enfin, nous avons aussi parlé des agents des régies financières qui ont été révoqués. Et ces agents-là vont reprendre le travail dans un bref délai. Premier consensus trouvé entre les deux parties, c'est celui de l'application du nouveau barème salarial. Et finalement, on s'est accordé que ça sera au taux budgétaire, soit 1452 à partir du mois d'août. Autre compromis, c'est celui de la programmation trimestrielle de la paye que devrait en principe s'appliquer à 92 000 francs congolais le 100 $ jusqu'au mois de septembre. Le mois de septembre, il y aura une paye complémentaire qui sera calculée pour rattraper le taux de 1452. Une commission sera mise sur pied à l'intersyndicale d'ici la fin de ce mois. Cette commission aura pour mission principale l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'administration publique. Autre chose, ouverture ce mardi du salon d'affaires de Kinshasa. Le salon d'affaires a pour objectif de former les petites et moyennes entreprises et mettre en place un réseau mondial d'interaction, de partage d'expériences pour la création des entreprises pouvant contribuer au développement du pays. C'est le ministre de petites et moyennes entreprises qui a donné le coup d'envoi, Élisée Mafou. Dire son mot des circonstances. Le changement, c'est maintenant. C'est par ces mots que le ministre de Petites et Moyennes Entreprises a donné les go des activités du salon d'affaires de Kinshasa. Au menu, séminaires, ateliers et conférences animés par des éminents professeurs, experts et coachs qui vont former le responsable de PME dans plusieurs domaines, à savoir l'employabilité, les finances publiques, les technologies de l'information et de la communication, le commerce et le développement personnel. Le but est de réduire la pauvreté en créant de l'emploi. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers notamment les ministères dont j'ai la charge, s'attelle à assurer la promotion des petites et moyennes entreprises afin qu'elles jouent pleinement leur double rôle. Premièrement, de la création des emplois au travers de l'émergence d'une classe moyenne et aussi l'apport des richesses grâce à la production accrue de biens et services contribuant ainsi au renflouement du trésor public. Chaque petite et moyenne entreprise participante a bénévolement mobilisé de volontaires qui n'ont ménagé aucun effort, travaillant d'arrache-pied jour et nuit, au four et au moulin, pour baliser la voie à la réussite de ces activités. J'ose croire que chacune de ces PME sortira gagnante d'une manière ou d'une autre. Ouvert ce mardi 25 juillet, le salon des affaires de Kinshasa va se clôturer le jeudi 27 juillet. L'actualité, le reste, bien entendu, avec vous, Gloria Seya. Le Front pour le respect de la Constitution boycotte également le Conseil national de suivi de l'accord. Dans une déclaration faite hier lundi, le MSC et ses alliés dénoncent le caractère irrégulier du processus de désignation du président de cette institution d'appui à la démocratie. La plateforme renonce également au poste du vice-président de cette institution d'appui à la démocratie. On écoute Jacques Njoli au micro de Tapi Loutoun. Le caractère irrégulier du processus de désignation du président du Conseil national de suivi de l'accord et récuse la personnalité désignée. Le Front renonce au poste de vice-président lui confié et félicite ses délégués qui ont refusé de participer à cette mascarade en dénonçant dans la salle ces vaudevilles. Le Front demande au peuple congolais et à ses militants de rester vigilants et de s'apprêter à défendre les prescrits de la Constitution du 18 février 2006, la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les acquis de l'accord du 31 décembre 2016. Le Front invite la CENI, Commission électorale nationale indépendante,
à publier sans délai les calendriers électoraux conformément au point 4.2 de l'accord de Saint-Sylvestre et du point 9.5 de l'annexe de l'arrangement particulier où les partis ont convenu de l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre 2017. Une jeunesse africaine en quête du changement, c'est l'intitulé du livre présenté hier lundi par le mouvement citoyen Filimbi. Cette œuvre coécrite par 6 auteurs, dont un Congolais, retrace l'histoire de quelques mouvements citoyens du continent qui luttent pour l'instauration de l'état de droit en Afrique. Les détails avec Anita Kangoudja. C'est le professeur Thierry Landou qui a procédé à la présentation de cette œuvre littéraire. Un livre écrit par 6 auteurs, dont un Congolais, qui compte 142 pages, divisé en 6 parties. Il tente de répondre aux questions qui animent les activistes du changement. Étaient présents dans la salle quelques personnalités politiques, membres de la société civile, activistes de droits de l'homme et militants d'autres mouvements citoyens. À l'instar des artistes tels que Alpha Blondy et Tiken Jaffa Koli qui prêchent la révolution et le changement dans leurs chansons, et des mouvements citoyens tels que Y'en a marre du Sénégal ou Ballet citoyen du Burkina Faso, ces jeunes de Filimbi et Lucha ne jurent que par le changement et pensent qu'ils prendront tout le temps qu'il faudra pour qu'enfin le changement arrive en RDC. Mais tout cela dans la non-violence. Bien avant, les militants ont partagé leur expérience dans l'engagement pro-démocratique. Selon eux, parmi les raisons qui les ont poussés à intégrer ces mouvements figurent le chômage, l'injustice sociale et les inégalités politiques. Un acte apprécié par les participants venus apporter leur soutien à ce jeune. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme va bientôt envoyer les experts internationaux pour enquêter sur la situation dans l'espace Grand Kasaï. C'est ce que ressort de l'entretien que la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, a eu aujourd'hui avec les ambassadeurs des États-Unis et de la Grande-Bretagne, Élisée Manfou, Tapilutounou et Doudou Kassouba. La ministre du Genre et ses hôtes, à savoir l'ambassadeur des États-Unis et celui de la Grande-Bretagne, ont fait le point de la situation des droits de l'homme en RDC. Ensemble, ils ont évoqué notamment la situation dans l'espace Kasaï. Selon les diplomates, les enquêtes sur la situation dans les provinces du Kasaï seront bientôt ouvertes. Les 2 ambassadeurs ont annoncé à Marie-Ange Mouchébekwa l'arrivée à partir du mois de septembre prochain des 3 experts. Il s'agit du Canadien Luc Côté, de la Mauritanienne Fatimata Baye et du Sénégalais Bakrendaï. Ces 3 derniers ont été nommés experts internationaux par les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme. Ils vont enquêter sur les différents massacres perpétrés dans cette partie du pays. Anita Kangoudja, et on prononce Kangoudja, semble-t-il, une autre mission est en séjour dans notre pays. Oui, une mission de haut niveau des Nations Unies séjourne depuis hier à Kinshasa. La délégation conduite par la secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge des objectifs de développement durable est composée notamment de la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Objectif, revitaliser la participation des femmes dans la recherche de la paix. Bienvenue Babwa, Marie-Koya Lodi et Ringdongala. Après un échange fructueux avec la ministre du Genre et le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, ces militantes de l'égalité des sexes ont rencontré les femmes congolaises, toutes tendances confondues. La mission de haut niveau se dit déterminée à intervenir pour la destinée de la femme congolaise. Pour la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, l'importance de ces échanges avec les femmes leaders du Congo vise à souligner l'importance de la participation politique et du leadership de la femme dans les initiatives locales, nationales et régionales dans la paix, la sécurité et le développement. De son côté, la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice de l'ONU Femmes invite les femmes à se lever lors des prochaines élections afin qu'elles occupent des postes de responsabilité.
Les participantes ont elles aussi exprimé leur desiderata résumés en 4 points, à savoir la femme, paix et sécurité, autonomisation économique de la femme, la participation politique de la femme et le mouvement féminin. En véritable africain, la délégation et les femmes leaders congolaises ont scellé leur lien par une danse. La journée marathon de la délégation de haut niveau s'est clôturée par une conférence de presse. Ces problèmes ne sont pas résolus. Il s'est tenu ce mardi au centre Wallonie-Bruxelles la séance de restitution de la 106e conférence internationale du travail organisée du 5 au 16 juin à Genève, en Suisse. Durant ces assises, les délégués de la RDC ont présenté le rapport sur l'application des conventions internationales du travail. Selon ce rapport, la RDC a enregistré de progrès sur les conditions de travail des femmes. Ange Makadi et Jresti Manga. Absente au cours des dernières sessions, la République démocratique du Congo est de retour à l'Organisation internationale du travail. Le rapport des panélistes reposait sur l'emploi et le travail décent pour les femmes, le travail des enfants dans les mines et les conséquences des migrations lors des conflits armés. En dépit des avancées constatées, la RDC pose un sérieux problème de déficit d'inspecteurs du travail, la plupart d'entre eux n'étant pas qualifiés ou même non rémunérés. Mais quand on est allé essayer de voir est-ce que le principe d'égalité de rémunération, le principe de la non-discrimination dans l'emploi et profession, est-ce que ces principes est vraiment appliqué dans notre pays? En pratique, on trouve encore des petites inégalités, des discriminations dans les entreprises, en milieu de travail. On trouve encore ces choses. Et les femmes ont lutté pour arriver à avoir des avantages qui sont liés à leur contrat de travail. La protection de la maternité est assurée, surtout pour les femmes qui travaillent dans le secteur formel. L'année prochaine, l'OIT se penchera sur l'élaboration d'une convention relative aux violences et harcèlement contre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. Nous avons appelé les femmes pour non seulement faire la restitution, mais aussi recueillir des informations en rapport avec la violence. En 2019, l'OIT fêtera ses 100 ans. La RDC se mobilise déjà. En sport, les rideaux sont tombés sur la 34e édition de la Coupe du Congo de basketball. V-Club chez les dames et BC Mazembe chez les messieurs sont montés sur le podium en version féminine en formule des championnats invaincus. Les BC V-Club de Kinshasa, plus fort que le Décembre de Lubumbashi, battus sur le score de 63 points à 53. En version masculine, Mazembe de Lubumbashi a pris les déçus sur Terreur de Kinshasa par 56 points à 49. Troisième titre d'affilée pour V-Club et le 8e pour le Corbeau de Lubumbashi. Paul Kazozo revient sur ces deux finales disputées dimanche dernier au Stadium des Martyrs. En version féminine, ça s'est joué en formule championnat avec titre au club le mieux coté. Cette équipe, V-Club, qui charrie déjà 5 victoires. V-Club dans le rouleau compresseur, sans pitié pour les adversaires, fait des ravages. 55-48 face à l'INSS, 79-31 devant Atari, 67-49 au contact de Tourbillon et 39-37 à l'abordage de Radi. Pour boucler la boucle, la dernière sortie, V-Club et sa loi dictée sur le dernier combattant public de Lubumbashi, renvoyé aux études sur la marque de 48 points à 39. Impérial, V-Club est à son 3e sacre d'affilée sous les rênes de Chouchou Kalembo, son président. 3e sacre avec Chouchou, le 2e sous la houlette de Papi Kemba, l'entraîneur de l'équipe. En version masculine, pas de souci pour Mazembe, champion à l'issue de sa finale victorieuse sur Terreur de Kinshasa, battu sur la note de 55 points à 36. Mené 11-14 au premier quart-temps, Mazembe a pris les commandes des opérations aux 3 derniers quart-temps. 28-27
au deuxième, 44 à 36 au troisième et enfin, et 56 à 49 au dernier coup de sifflet. Mazembe en est ainsi à son 8e titre et succède à Nugent, poussé, on ne sait pourquoi, à la complaisance avec le BC-STP de Kinshasa. Encore une dépêche sportive, Anita Kangoudia. Le président de la FIFA, Infantino, a adressé ses félicitations au tout-puissant Mazembe, sacré champion de la Ligue nationale de football. Cela dit, Infantino témoigne de la persévérance de tous les artisans des joueurs, aux supporters, en passant par les dirigeants. Il est de tradition que le président de la FIFA envoie des messages au club vainqueur d'une compétition. Mais ce message a été adressé à M. Constant Omari, vous savez pourquoi. Monsieur Blaise Baïssé Bolamba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste socioculturel, vous avez voulu que nous puissions parler quand même des combattants qui se trouvent en Europe. Mais commençons d'abord, si vous le voulez bien, par ce qui nous préoccupe, le social. C'est, je crois, dans nos pays, d'abord le palier de la ménagère. La Banque mondiale est prête à arrêter l'hémorragie. Elle pose cependant quelques conditions. Est-ce qu'on ne peut pas accepter ces conditions qui sont politiques pour le bien de la majorité, du plus grand nombre? Merci beaucoup pour l'invitation et pour m'avoir ici à cette télévision, à cette chaîne qui est très suivie par de nombreux téléspectateurs et qui, à cause de la qualité de ce que vous diffusez comme information. La difficulté des programmes avec la Banque mondiale réside effectivement dans ces conditions, dans ce qu'elle demande au pays de faire pour accéder au financement attendu de la banque. En réalité, il se pose là une question, est-ce qu'il faut brader sa souveraineté pour accéder aux dons, aux prêts ou au financement quelconque? Ce sont des questions de choix, c'est des questions de choix politiques. Normalement, personnellement, je n'ai jamais cru au financement de la Banque mondiale. Je n'ai jamais cru que ce que la Banque mondiale et ses programmes apportent dans des pays dits sous-développés, puissent dit en développement ou en sous-développement, ça dépend, puissent sortir ces pays de l'état où ils se trouvent. Je n'en connais pas, en tout cas, qui ont fait cette expérience des programmes avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international et qui puissent sortir de leur état. C'est vrai qu'on est dans des situations difficiles. Mais le Ghana, moi, j'aurais quand même souhaité que les pays comme les nôtres prennent des mesures et des programmes qui facilitent la mise au travail de leur propre population. Amener la population au travail et arriver à la production interne serait, à mon avis, la meilleure voie à suivre que de brader une souveraineté pour des résultats hypothétiques. Mais ventre affamé n'a point d'oreille, vous pouvez appeler, vous avez beau crier, mais si les gens ont faim, est-ce qu'ils vous entendront? Parce qu'ils n'auront pas d'oreille. C'est vrai, mais c'est toujours des questions de choix, de ce qu'on veut réellement. Je me souviens que durant la Deuxième République, ou vers la fin de la Deuxième République, les pays étaient aussi en programme avec la Banque mondiale, mais on sait comment ça s'est trouvé. Ça s'est terminé avec la rigueur de l'actuel président du Sénat. Et on sait aussi que des programmes des banques mondiales et des Fonds monétaires internationaux ont pour qualité, s'il faut appeler ça qualité, en tout cas spécificité, de mettre hors économie structurelle la majorité des populations. Et donc, plus on entre en programme avec les Fonds monétaires internationaux, plus la majeure partie des populations est exclue justement des solutions proposées. C'est pour cela que j'insiste pour des solutions
je dirais authentiquement congolais, pour ne pas prendre l'expérience du président de la République. Il est possible, je suis convaincu, avec un minimum de rigueur, avec un minimum de discipline, et on a vu ça avec M. Laurent Désiré Kabila, il est possible, et Kabila l'a démontré, Kabila le père l'a démontré, qu'il était possible de résoudre les questions de famine, les questions de scolarité, les questions de salaire, en s'appuyant sur la population locale. Et oui, cette expérience est vraiment... En attendant, vous voyez, les infirmiers ont emboîté le pas aux médecins, ça présage des catastrophes à venir. Les questions qui sont soulevées, j'ai suivi aussi les fonctionnaires, les cambistes, justifier les questions d'inflation. Non, l'inflation, elle est économiquement justifiable chez nous. On sait que l'économie congolaise dépend à 80%, si pas à 90%, des ventes de cuivre, de cobalt à l'extérieur. Or, les prix de cuivre et de cobalt ont chuté à l'extérieur depuis un certain temps. Et donc, les Congo, même l'analyse du Fonds monétaire international publiée en mars l'a dit, les Congo tributaires d'une économie ainsi extravertie, dépendant de la vente de ces produits de première nécessité, des matières premières comme on les appelle, ne peut que subir ces chocs économiques. Et donc, il n'y a pas de rentrée des devises dans notre pays. C'est ça la réalité. Ce n'est pas dire une spéculation quelconque. La question est avant tout d'ordre économique. Nous, notre économie, depuis plusieurs années, s'est appuyée uniquement sur la vente des minéraux, alors que les minéraux, maintenant, n'est pas achetés à un bon prix à l'extérieur, c'est que nous sommes en train de ressortir. Mais j'ai pu comprendre que depuis un certain temps, je crois depuis janvier ou depuis février de cette année, les marchés internationaux annoncent la reprise des hausses des prix des matières premières et qu'il est possible, selon les prévisions du Fonds monétaire, parce que vous les aimez tant, selon leurs prévisions, il semble qu'en décembre prochain, l'économie congolaise pourrait encore avoir des devises et rebondir. C'est pas parce que je les aime, mais moi, je vous pose la question et vous trouvez... Alors, vous êtes spécialiste du social et vous aurez souhaité qu'on parle des combattants à cause des derniers incidents qui ont lieu à Paris notamment. Oui, mais les combattants sont généralement des exilés économiques. C'est des gens qui ont, en grande partie, pas tous, mais la majorité d'entre eux sont des gens qui ont pensé qu'en Europe, on attraperait les paradis. Et ils ont vendu des parcelles, ils ont vendu des histoires ici, et ils se sont retrouvés en Europe, malheureusement, sans moyens, parce que l'Europe elle-même aussi est frappée par une crise, et il y a beaucoup de chômage en France, et en Belgique, et en Angleterre aussi. Et donc, ils se retrouvent dans une situation de précarité. La meilleure façon de faire serait de rentrer au pays, au lieu de rester là-bas éternellement. Venir au pays avec tous les problèmes qui se posent, qu'ils avaient fui, notamment parce qu'ils ont retrouvé les mêmes problèmes en Europe. Donc il ferait bien de rentrer chez nous et participer à la reconstruction du pays par le travail. Ils ont peur des conditions d'accueil, des conditions dans lesquelles, des conditions qu'ils retrouveraient quand ils étaient partis. Non, il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement. Je pense qu'ils ne sont pas informés de beaucoup de choses qui ont changé positivement. Je crois que s'ils étaient rentrés, et ceux qui sont rentrés, il y en a nombreux ici à Kinshasa qui tiennent des grandes affaires et ils peuvent bien donner des témoignages. Je vous dis par exemple que dans la ville de Kinshasa, 2/3, en tout cas la moitié des restaurants de la Gombe sont tenus par des ex-diaspora, comme on les appelle. Et ils évoluent très bien. Et les grandes entreprises ici, parmi eux, il y a des grands dirigeants dans les sociétés de communication, ainsi de suite, qui emploient effectivement des anciennes personnes qui étaient des refoulés économiques à l'extérieur. Et donc, le Congo n'est pas un enfer, comme on s'en de nous le montrer. Et donc, leur réaction par rapport à ce qui semble réussir au Congo, au pays, me semble inopportune et inutile. Parce que vous vous attaquez à des jeunes musiciens parce qu'ils réussissent leur musique, et ils attrapent un peu d'argent ici et ils vivent mieux que vous, et vous commencez à les tabasser. Ils attrapent un peu d'argent en chantant les honneurs des autorités en place. Mais en fait, la question de chanter pour ou contre les autorités relève du choix de chacun de nous. On ne peut pas à la fois prêcher la démocratie et empêcher à quelqu'un d'aimer qui il veut aimer ou de chanter pour qui il veut chanter.
Ce sont des questions essentiellement des choix démocratiques, des libertés, des respects des libertés des gens. Moi, je ne peux pas vous empêcher à quelqu'un de ne pas aimer tel ou d'aimer tel autre. Et donc, parce qu'ils vivent dans des pays dits démocratiques, normalement, ils ne devraient pas s'offusquer qu'un individu, une personne, ait des opinions contraires aux leurs. Donc, c'est pour cela que je ne trouve pas de raisons qui puissent pousser des personnes, des Congolais, à taper, à tabasser Kofi, à tabasser Watanabe ou à tabasser Fally Ipupa. Parce que seulement il chante sa musique et il vit de cette musique. Donc, et c'est lui, comme disait un ami, c'est lui le cuisinier qui préparerait pour les présidents de l'Assemblée nationale. On les tabasserait aussi parce qu'ils travaillent pour ça. Donc il y a quand même... Ils disent ils veulent décourager l'appât du gain, le gain facile. C'est pas un gain facile. Il faut poser la question aux jeunes musiciens, il faut poser la question à Kofi, combien de nuits il ne dort pas pour faire sortir un disque. C'est pas du tout facile de faire la musique. Hein. Non, gain facile, c'est-à-dire chanter les honneurs. Oui, mais même pour composer une chanson d'honneur à un chef, encore, il faut arranger la musique, il faut avoir aligné les mots. Et je vous dis que c'est pas facile de louer quelqu'un. Alors, que faire pour en finir avec ça, de toute façon? Je crois qu'il appartient aux autorités congolaises de demander au pays d'accueil de sécuriser les ressortissants congolais dans les pays où ils se retrouvent. Qu'ils soient en France, en Belgique, en Angleterre, il faut que les autorités belges, françaises et anglaises sécurisent nos ressortissants, qu'ils soient pour ou contre les pouvoirs. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au Congo. Je ne vois pas des ressortissants français être tabassés par des Français habitant le Congo parce qu'ils n'aimeraient pas Macron. Et je ne vois pas nos autorités laisser aux Français ou aux Belges ou aux Sénégalais tabasser des gens parce qu'ils ont une opinion contraire à leurs dirigeants. Dans ces cas-là, toute la communauté internationale prendrait des sanctions comme ils ont maintenant la bonne ou mauvaise habitude de sanctionner les Congolais. Et donc, il faut que les autorités congolaises saisissent officiellement et protestent auprès des responsables, des autorités de ces pays, pour qu'ils sécurisent nos ressortissants, qu'ils soient pour ou contre les autorités congolaises. De toute façon, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui, il date même de l'époque du Zaïre. Les Congolais sont révoltés par ce qui se passe dans leur pays, où les choses semblent tourner en rond. Vous savez, M. Kibambi, la RDC a fait un choix. Elle a fait un choix pour la démocratie et nous avons une constitution qui indique que pour avoir un changement de régime, pour changer les dirigeants, il faut passer par les élections, par la voie démocratique. Ce n'est pas en tabassant Kofi en France que les choses ont changé ici. J'ai vu qu'on avait tabassé Kofi, on avait tabassé Fally, on avait tabassé même Kengo, mais ça n'a eu aucune incidence sur la situation politique de la RDC. Ça ne changeait rien en fait. Et c'est ça l'inopportunité même de l'acte. Ça dénote de l'immoralité, je dirais, ou de la barbarie de ceux qui sont là. Et c'est pour cela que j'insiste, il faut que les autorités de la RDC saisissent les autorités françaises, belges, anglaises et demandent à ces autorités de sécuriser les Congolais de tous bords qui se retrouveraient sur le territoire national. Mais on ne va pas mettre un gendarme derrière, ou un gardien de la paix derrière chaque Congolais, c'est impossible. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les autorités congolaises ne mettent pas non plus un gendarme derrière n'importe quel Français qui se retrouve ici. Il y a des dispositifs sécuritaires qui doivent être pris par les États. Et il n'y a que les États qui peuvent les faire. C'est ça que nous sommes en train de demander. C'est ça que moi je demande. Que les responsables français, que les responsables anglais, où se trouvent les combattants ou les gens qui ont de la jalousie par rapport à ceux qui réussissent dans notre pays, qu'ils soient des musiciens ou des footballeurs ou des artistes, parce qu'on m'a dit aussi qu'on était en train de s'attaquer à certains artistes, comédiens, qui se retrouveraient en France ou en Belgique. Mais ces gens doivent être protégés, que ce soit un journaliste, que ce soit un simple citoyen, que ce soit même un homme politique. Mais il n'est pas normal qu'on tabasse, je ne sais pas quel opposant, parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. C'est vraiment de la barbarie. C'est immoral, c'est pas normal. D'autres estiment que ce qui se passe dans notre pays n'est pas normal, dédoublement des partis politiques, au vu au su de tout le monde, on a l'impression que on laisse faire. Non, c'est ce qui est terrible, il faut remonter très loin.
C'est dire que depuis un certain temps, il n'y a plus un consensus. Il n'y a plus de consensus. Et les évêques ont fait les frais et qui cherchaient l'inclusivité, ils cherchaient les consensus. Quand ils sont arrivés pour trouver des consensus autour des hommes, tout a éclaté. Et c'est là où c'est parti. Vous vous souvenez, il y a eu un consensus autour de Tshisekedi. Mais quand Tshisekedi est mort, l'opposition, les rassemblements qui s'étaient constitués à Javal, s'est disloqué. Et il y a maintenant 4, 5, 6, 7, 8 rassemblements. On sait pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il n'y a plus de leaders charismatiques, on n'a plus de consensus autour d'un individu, d'une personne. C'est pour cela que si vous décidez aujourd'hui, que j'ai suivi aussi dans votre reportage, que les gens sont en train de contester Olengakoy. Mais quand on avait proposé Lumbi, j'ai vu des opposants dire non. Et si vous proposez des maîtres Tshisekedi, les fils, il y a des gens qui vont dire non. Donc, l'opposition elle-même n'a plus de consensus autour de ses propres enfants. On a bien compris que vous penchiez un peu du côté de l'AMP. Aujourd'hui. Non. En disant quoi? En disant que Tshisekedi avait autour de lui un consensus. Vous le dites aujourd'hui. Mais on a senti qu'autour de Tshisekedi... On le reconnaît aujourd'hui. Non, mais on a reconnu depuis les accords de Saint-Sylvestre. Seulement. Tout le monde avait compris qu'autour de Tshisekedi, l'opposition s'était regroupée à Javal. Et ce n'était pas une honte. Je vois que même ceux qui s'étaient allés chez les évêques avaient reconnu que Tshisekedi était le chef de l'opposition à ce moment-là. Et tout le monde qui soit de la majorité et de l'opposition avait même accepté consensuellement que Tshisekedi soit le président de la CNSA. Alors que faire pour nous sortir de cette D'abord, il faut aller très loin par rapport à votre question. Et les partis ont suivi cette disparité. Donc les partis se divisent parce qu'il n'y a pas moyen de s'attendre autour d'une personne, autour d'un leader. Et c'est ça le vrai problème de la politique congolaise. Vous trouverez l'IDPS X, l'IDPS Y, l'IDPS Z, vous trouverez aussi les MRC Z, les MRC Y, les MRC T, et vous trouverez les MSR, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Parce que les gens veulent aller à la mangeoire. Je ne sais pas expliquer, mais moi j'explique ça par l'absence d'un consensus autour d'une personne. C'est moins une question de mangeoire ou de positionnement. Je crois qu'il y a une question de charisme des personnes qui dirigent les partis politiques. Par contre, et contrairement à ce que vous dites, lorsque vous regardez du côté de la majorité, il y a une personne qui semble donner confiance à ceux qui sont autour de lui. Et tous les autres qui sont autour de lui disent oui, nous sommes d'accord. Autrement dit, il a un leadership qui conduit et qui permet aux gens d'être ensemble. Seulement, il n'y a que ça. Bon, je ne sais pas autre chose, mais je vois que c'est une personne. Moi, je parle des individus, je ne parle pas des suppositions. J'ai dit que Tshisekedi avait un leadership qui avait permis de rassembler les gens autour de lui, notamment à travers Jeva. Kabila a un leadership qu'il continue à imposer autour de toute personne qui était avec lui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est d'abord demander que l'on avance. L'on avance parce que si nous nous attachons aux détails dans notre politique interne, nous n'allons pas avancer. Nous ne ferons rien. Nous allons tourner en rond et nous allons chercher un consensus ou une inclusivité qui ne viendra pas. Et alors, le temps va passer et puis on est en train d'en subir les conséquences parce que bon, les gens avaient pensé qu'en janvier, février, mars, on atteindrait un consensus pour avoir un premier ministre, puis ce n'est pas venu, pour avoir un président de la CNSA, ce n'est pas venu. Et donc l'État est passé. Maintenant, il faut aller avec ceux qui sont d'accord de partir, d'avancer jusqu'à l'organisation des élections au moment où toutes les conditions seront réunies. Et vous trouvez que c'est la solution, vraiment, d'aller avec une partie de l'opinion? On a tenté ça en 2006, lorsque Tshisekedi avait refusé effectivement avec une grande partie. Les temps ont changé. Les temps, oui, mais le contexte n'a pas changé. Les temps ont changé, oui, mais le contexte, il est le même. Les mêmes hommes politiques sont là, à part que Tshisekedi est mort, mais en tout cas, la grande partie des acteurs politiques sont là, à part que Zaïdi Ngoma aussi est mort. Mais en réalité, on a affaire à une classe politique qui ne pose pas de questions essentielles, ne cherche pas des solutions aux questions essentielles. Je vais par exemple soulever une question, les montants, le financement des élections, par exemple. Après calcul et des experts, on vous dit qu'il faut 1 milliard pour organiser les élections dans notre pays. Mais nous savons, et nous venons de le dire, que l'État est en difficulté pour obtenir l'argent, parce que nous n'avons plus de devises qui rentrent chez nous.
Et donc on se retrouve devant une situation où il faut décaisser 1 milliard pour organiser les élections. Mais oui, mais diriger c'est prévoir. Personne n'a prévu qu'il y aura une crise, qu'on n'achètera pas nos minerais à tel prix. Personne ne peut prévoir ça. Mais on est devant des faits où nos minerais coûtent moins cher que ce qu'on espérait. Et encore que même s'ils coûtaient au même prix qu'ils étaient, est-ce qu'il est normal de décaisser 1 milliard de dollars et de l'orienter vers les élections au détriment des salaires des infirmiers, des salaires des médecins, et ainsi de suite? C'est des questions qu'il faut soulever objectivement. Donc, on peut aller jusqu'au... Enfin, j'allais dire jusque dans... Il faut regarder la réalité en face. Donc, la réalité peut nous imposer non seulement de ne pas organiser des élections cette année, de ne pas... Non, il faut d'abord réfléchir. Il faut poser cette question-là. Oui. Il ne faut pas l'élucider, il ne faut pas la contourner. Il faut connaître que notre pays est en difficulté financière, que nous n'avons pas d'argent. Et si nous décidons d'organiser des élections avec 1 milliard de dollars, c'est difficile et c'est même irréalisable. Alors, les intellectuels, les hommes politiques, les élites peuvent se retrouver pour poser cette question principale, au lieu de contourner, et c'est pour cela que les élections ne font que se retarder, parce qu'il n'y a pas d'argent. Toutes les fois qu'on n'a pas posé cette question principale... C'est la seule raison? Oui, à mon avis, la raison principale, c'est celle-là. Il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire, voilà... Mais la volonté y est, d'après... Je vois que tout le monde devait aller aux élections. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui rêve d'aller aux élections ici. Tout le monde devait aller aux élections, mais ils n'ont pas de moyens d'aller aux élections. Ils n'ont pas le courage de les dire. Mais il faut les dire. Un mot à l'intention des combattants en les regardant dans les yeux. Non, il faut qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils aiment leurs compatriotes. Il ne faut pas qu'ils aiment la haine. Il ne faut pas qu'ils divisent les Congolais. Il ne faut pas qu'ils s'attaquent à des jeunes enfants, à des jeunes musiciens, à des jeunes artistes. Il faudrait qu'ils s'attaquent à qui? Il ne faut pas qu'ils s'attaquent justement aux autres Congolais. Qu'ils laissent faire. Ils ne laissent pas faire, qu'ils viennent, s'ils veulent des changements, qu'ils rentrent au pays pour changer les Congo. Encore que d'ailleurs, la loi électorale leur permet maintenant de participer aux élections parce qu'il y aurait... Et vous y croyez? Je crois aux élections qu'ils viendront. Non. Ils viendront des élections, M. Kadon. Merci beaucoup, M. Blaise Baïssé, d'être venu parler à bâton rompu avec nous. Franchement, je vous remercie. Je vous remercie aussi, M. Fin de cette édition du journal. Vous suivrez juste après la revue de presse dans une sélection d'Hermione Yonvou. Merci pour vous, oui, pour vous qui nous suivez à partir de très loin grâce au bouquet CP La TV, canal 98. Très bonne suite des programmes et bon anniversaire à ceux qui ont aujourd'hui ou qui ont eu hier 15 ans. Bonsoir et à demain. La désignation des membres du CENSA continue à défrayer la chronique. Forum des As estime qu'avec ces protestations, il y a des tirs croisés sur le Conseil national de suivi de l'accord. Le RASOP, l'UNC, le Front pour le respect de la Constitution et la SENCO protestent la nomination de membres du bureau du CENSA. Tous, poursuit le journal, sollicitent le rejet de la désignation du présent bureau du CENSA. Ce qui fait dire à la prospérité que le processus électoral est en ballottage, car les trois principales forces de l'opposition parlent le même langage.
Non au troisième dialogue, non au glissement dans les glissements, non au report des élections au-delà du 31 décembre 2017, oui à l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans son édito, Forum des As parle de résolution de l'opposition qui démontre que le pays a retrouvé ou presque ses vieux démons d'il y a un an. Du coup, l'incertitude au lendemain commence à gagner les esprits. La désignation d'Olenga Nkoy divise la classe politique, écrit pour sa part le courrier de Kinshasa. Pour la grande partie de l'opposition, la procédure ayant conduit à la désignation de membres du bureau du CENSA serait biaisée. C'est un très mauvais départ pour Joseph Olenga Nkoy, estime pour sa part la tempête des tropiques. Le Front pour le respect de la Constitution estime que la désignation de Joseph Olenga Nkoy démontre le manque d'inclusivité dans la procédure ayant conduit à l'installation du bureau et des membres de cette institution d'appui à la démocratie. Le FRC exige par ailleurs à la CENI de rendre public les calendriers des élections. Puisqu'on parle élection, le palmarès estime pour sa part que la CENI est sous les signes indiens, car alors que le délai sur les élections des gouverneurs expire aujourd'hui, aucun dossier de candidature n'a été déposé à la CENI. Sur le 37 formulaires retirés, aucun formulaire n'a été retourné à la CENI. Un mot d'économie dans cette revue, la vie économique révèle que nous nous dirigeons vers l'hyperinflation des années 90. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de vivre la même réalité ou presque. Selon le journal, c'est la chute des prix des produits à l'exportation sur le marché international qui en constitue la cause majeure. Le courrier de Kinshasa revient sur la grève des fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue du pays. Ils continuent de réclamer l'alignement de leur paye au taux budgétaire de 1425 francs congolais le dollar, tel que promis par le chef de l'exécutif. Parmi les grévistes, il y a les infirmiers qui rejoignent le médecin depuis le 24 juillet dernier. Information publiée par Forum des As.